Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. On s'intéresse ce soir au défi de la décarbonation de notre industrie. Alors, c'est un enjeu de souveraineté, d'emploi et bien sûr d'écologie. L'industrie française représente à peu près 20% de nos émissions de CO2. L'objectif est de réduire ces émissions de moitié d'ici à 2030 et d'atteindre le zéro émission, donc la neutralité carbone en 2050. Comment produire sans gaz, sans charbon et sans pétrole? Les solutions techniques existent, on va le voir, mais à quel prix peut-on réellement garder une industrie compétitive sur notre territoire tout en la décarbonant? On va en débattre ce soir avec nos invités qui sont Roland Lescure. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre de l'Industrie, aujourd'hui député Ensemble pour la République. Patrice Vergrit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Dunkerque. Nicolas Matt, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez les industriels de Fos-sur-Mer, qu'on va voir dans un instant dans le reportage. Vous les représentez au sein d'une association qui s'appelle Picto. Enfin, Mathieu Quiré. Bonsoir, vous êtes le chef du service industrie au journal Les Échos. Mais dans un premier temps, on va voir que cette décarbonation est déjà une réalité, notamment donc dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Au menu, électrification, hydrogène vert et méthane de synthèse. C'est un reportage réalisé par Marion Becker avec Pierre-Yves Deheninck et Maxime Rioux. Fos-sur-Mer, à 50 km à l'ouest de Marseille, un village provençal cerné par l'une des plus grandes zones industrielles-portuaires de France et l'une des plus grandes sources de pollution. Ici, 18 millions de tonnes de CO2 sont émises chaque année. Là, vous avez la torche qui émet fortement de pollution, fortement de CO2. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement rentrer dans la décarbonation. L'État a fixé un objectif ambitieux, atteindre la neutralité carbone en 2050. L'industrie est en pleine mutation. Décarboner, c'est pour être là demain, c'est une condition de survie. En quelques années, Fos est devenu le laboratoire de la décarbonation. L'hydrogène et le méthane de synthèse, c'est une des briques qui vont être à la disposition des industriels pour pouvoir demain se décarboner. Décarboner, mais à quel prix? Certains projets suscitent l'inquiétude des habitants. Personne m'a expliqué, on va recouvrir les étangs, on va mettre une usine à tel endroit, on va clôturer. On ne peut pas s'être battu pendant 20 ans contre les pollutions et aujourd'hui ne pas accompagner le mouvement qui nous amène à zéro émission. La réindustrialisation est en marche pour libérer l'industrie des énergies fossiles. Un chantier titanesque. René Raymondi est le maire de Fos-sur-Mer. Enfant du pays, il a vu les industriels s'installer sur ces terres aux portes de la Camargue. J'avais 10-11 ans quand Esso a commencé à se construire et Arcelor dans la continuité. Voilà. Donc tout ça n'était que du marécage dans le passé. Dans les années 60, l'État décide de créer un nouveau port et d'implanter des usines. Le complexe industriel-portuaire sort de terre. Ici, Eugène Kuhlmann et Solmer, la sidérurgie, c'est-à-dire les hauts fourneaux et l'acier. À côté, la chimie, l'air liquide, ICI, Péchinet, et puis tous les grands du pétrole, déjà concentrés sur les bords de l'étang de Berre, mais un peu à l'étroit. On voit là-bas les grandes éoliennes, on voit les portiques du grand port maritime. Bien évidemment, en contrepoint au fond, ArcelorMittal, dépôt pétrolier de Fos, qui est un hub essence, la raffinerie Esso. Aujourd'hui, le gène industriel est en nous. Le 3/4 des habitants ont travaillé dans ces usines ou ont travaillé directement pour la ville. Si l'industrie fait vivre les habitants, pendant des décennies, elle a émis des polluants dangereux pour la santé et rejeté des millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Aujourd'hui, la zone industrielle veut devenir la pionnière de l'industrie décarbonée,
Un modèle après avoir longtemps été pointé du doigt. Les pollutions qu'on connaissait il y a 20 ans, qui ont créé de graves soucis sanitaires, on les a de moins en moins aujourd'hui. Et la décarbonation qui est devant nous devrait, au fil du temps, en 2030, 2035, faire disparaître la grande majorité des émissions, et en particulier celle du carbone. Quand on prend Fos, Le Havre et Dunkerque, c'est 50% des émissions de gaz carbonique de toute la France. Donc il y a véritablement de quoi faire. Il y a un magnifique chantier devant nous. Et moi, j'en suis fier parce que, quelque part, ce n'est pas nos combats contre la pollution, mais c'est la prise de conscience, j'allais dire, planétaire, que le réchauffement climatique est là et qu'il faut agir très très vite. Voilà. Et que Fos soit au cœur de ce mécanisme de survie, on va dire, ça me rend quelque part un peu fier. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de combattant de cette pollution, je suis devenu le promoteur de cette industrie de demain, de cette transition énergétique et de cette décarbonation en particulier. Un pari à plus de 11 milliards d'euros d'investissement. Et le temps presse. D'ici 2030, les industriels devront diviser par 2 leurs émissions de CO2 avant d'atteindre la neutralité en 2050. Alors, ils ont entamé leur mutation, à l'image de PetroIneos, le plus gros site pétrochimique et de raffinage du sud de la France. La raffinerie traite chaque année 10 millions de tonnes de pétrole brut, cette énergie fossile dont il faudrait se passer. Le site de l'Aveyra émet chaque année 1 600 000 tonnes de CO2. Donc là, on arrive sur la partie des 3 gros complexes, où on a un complexe hydrocracker, que vous voyez là, avec une unité principalement orientée vers la production de diesel. Comment décarboner quand on raffine du pétrole? Si PetroIneos continue de produire des carburants, la raffinerie cherche à moins polluer. Elle a mis en place un projet de décarbonation dénommé Blue Sky. Damien François est ingénieur sur ce projet. Je vais essayer de passer, mais il y a des travaux de partout. Pour moins polluer, il faut d'abord moins consommer et utiliser une énergie plus propre pour faire fonctionner ces machines, passer au tout électrique. L'électricité doit remplacer le gaz et le pétrole. Comme vous pouvez le constater, il y a des travaux qui sont en train d'être menés parce qu'on a un projet d'électrification de notre raffinerie. D'ici fin 2025, on devrait avoir doublé la capacité de la raffinerie en termes de disponibilité électrique. Ça a commencé déjà en 2014 pour ce four-là qui fonctionnait avec du fuel liquide, donc qui émettait beaucoup de CO2, du soufre. On a remplacé les brûleurs de ce four pour les passer à des brûleurs gaz. Donc effectivement, ça fait partie de notre amélioration d'efficacité énergétique, mais à la fois aussi de notre décarbonation, puisqu'on a réduit l'impact CO2 grâce au changement de combustible sur ce four. Ces projets ont permis de réduire de 70% les émissions polluantes et de 8% les émissions de CO2. À terme, la raffinerie aimerait ne plus utiliser d'énergie fossile dans ses procédés de fabrication. On peut travailler dans l'industrie pétrochimique et être sensible aux questions environnementales. Ah oui, ça en va d'une part pour l'image de marque aussi de notre société. L'objectif d'une société comme la nôtre, c'est pas de polluer, bien au contraire. C'est par contre répondre à un besoin, le besoin justement de produire des carburants pour chacun, pour tout le monde, pour la mobilité, pour la vie de tous les jours. Mais voilà, c'est aussi pour nous en tant que citoyens, comme je disais, c'est important parce qu'on vit aussi aux alentours pour la plupart et l'objectif, c'est pas non plus d'avoir un environnement dégradé lorsqu'on quitte l'usine. Donc c'est important et on est très sensible à ces points-là. Au-delà des attentes de la société et de l'image pour l'industriel, c'est un enjeu stratégique pour l'avenir de la raffinerie. Car la France aimerait se passer du pétrole. En 2035, il n'y aura plus de nouveaux moteurs thermiques. La demande de carburant pourrait chuter. Alors, PetroIneos doit anticiper sa conversion pour produire des énergies plus propres. Le directeur suit de près l'évolution du projet Blue Sky. On les prend un par un, puis on va plus dans le détail, ça te va? Oui, très bien.
Sur le projet Blue Sky, alors toute la fresque des projets d'optimisation énergétique, celle-ci, elle est bien avancée. Sur les projets d'électrification, on finalise la courbe d'augmentation de nos consommations électriques. C'est parfait, ça. L'avenir en fait d'une raffinerie dans un monde décarboné, dans le futur, c'est quoi? C'est devenir une plateforme? Ça sera une plateforme multi-énergie. Ça sera donner des e-fuels, des carburants qui seront verts. Ça sera fabriquer ces carburants avec de l'hydrogène renouvelable. Ça sera donner accès à de la mobilité par l'hydrogène, l'électricité renouvelable. C'est un concept en fait qui n'est pas forcément, on travaille dessus, oui, mais qui est en cours d'élaboration. Cet hydrogène, un de nos projets est de remplacer cet hydrogène fossile par de l'hydrogène renouvelable qui a été produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable, donc empreinte carbone zéro. Donc c'est un vrai levier pour nous pour réduire nos émissions de CO2 direct. Et c'est un avantage stratégique si on arrive à être parmi les premiers. C'est pour ça qu'on travaille dessus. Pour avoir une proposition de carburant avec cette composante verte. Le plus tôt possible. Exactement. Pour cette plateforme du futur, PetroIneos devra investir 1,6 milliard d'euros. Des investissements colossaux pour développer l'énergie du futur, l'hydrogène. Ici, à Fos, elle suscite de grands espoirs. C'est ici, justement, que GRTgaz et ses partenaires ont développé le premier démonstrateur de production d'hydrogène à échelle industrielle, Jupiter 1000. Alors là, on est sur un électrolyseur PEM, nouvelle technologie. Donc c'est le seul électrolyseur PEM qui a été construit par McPhy, directement pour le projet. 500 kW de puissance. Donc il va produire environ 90 normaux mètres cubes d'hydrogène. Et en fait, la réaction se passe dans les stacks qui sont devant vous, les petits réservoirs. L'électricité produite à partir d'énergie renouvelable est plongée dans ces réservoirs d'eau. Le courant électrique casse alors les molécules d'eau en séparant la molécule d'oxygène de celle d'hydrogène. L'hydrogène ainsi obtenu peut être intégré dans le réseau de gaz où il se mélange au gaz naturel. Sur ce site, en fait, on va s'attacher à tester vraiment ces équipements et à les pousser un peu au bout de leur capacité pour être en mesure derrière de produire en relativement grande quantité l'hydrogène dont on va avoir besoin demain pour décarboner l'industrie, par exemple. Pour aller plus loin dans la décarbonation, Jupiter 1000 capte et utilise la pollution de l'usine voisine pour produire du méthane de synthèse. Un système prometteur. Donc là, le principe, on va rentrer du CO2 et de l'hydrogène, donc l'hydrogène qu'on a fabriqué chez nous et le CO2 qu'on a capté sur l'usine qui est à côté pour la décarboner. Et en fait, on va mélanger notre hydrogène et notre CO2, on va les faire passer à travers un réacteur avec une poudre catalytique, avec un catalyseur plutôt à l'intérieur. Et la réaction va créer du coup un e-gas, donc du e-méthane, qu'on va après injecter directement dans le réseau gaz naturel existant. Là, on va arriver sur la phase vraiment de production où on va tester à pleine charge le process. Super. L'idée derrière, quand on sera en production plus industrielle, ça sera que ce e-méthane, ce méthane de synthèse, finalement, il puisse être utilisé en substitution du gaz naturel fossile pour derrière décarboner les usages qui seront les plus compliqués à décarboner au niveau des usages de gaz. Ces gaz de synthèse pourraient devenir le carburant du transport routier ou des transports maritimes et aériens, les plus difficiles à remplacer aujourd'hui. La décarbonation de l'industrie aujourd'hui, elle ne pourra pas se faire sans l'hydrogène ou le méthane. Alors l'hydrogène et le méthane de synthèse ou le biométhane sont des composantes qui vont permettre de décarboner l'industrie. Il n'y a pas de solution universelle et miracle, parce que sinon on l'aurait déjà appliqué, je vous garantis. Donc c'est une des briques qui vont être à la disposition des industriels pour pouvoir demain se décarboner. Les industriels misent déjà sur la précieuse molécule.
2 projets d'envergure devraient voir le jour. Gravity sera la première usine française de production par hydrogène de fer bas carbone. Une usine de production d'hydrogène, elle, fabriquera dès 2026 des carburants de synthèse pour l'aviation. Elle se nomme H2V. Elles s'installeront ici à Fos, sur les terres du grand port maritime de Marseille, 2e port de France et 3e de Méditerranée. Le port, ce ne sont pas que des quais pour accueillir les bateaux. Il a décidé de mettre à disposition une partie de ses terrains libres pour développer l'énergie du futur. L'endroit où on est ici très précisément, c'est le futur terminal sur lequel on souhaite que soient développées des éoliennes qui seront mises au large en Méditerranée. Elle se situe exactement là. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est un grand terre-plein avec des énormes flotteurs dessus, avec 2 terrains de foot, en acier ou en béton. Et à côté, des éléments d'éoliennes, eux aussi assez importants en taille. Et surtout une immense grue, une des plus grandes grues du monde, puisqu'elle est capable de porter 2 à 320 à une hauteur de 200 mètres. Donc c'est vraiment une énorme grue qui va soulever les éléments pour intégrer, pour construire l'éolienne. Et puis, devant le terre-plein, il y aura un quai. Et sur ce quai, avec des flotteurs qui seront en flottaison, des éoliennes en préparation, et puis les amener en mer pour les stocker en attendant qu'elles partent au large. Le port veut devenir le hub de l'éolien offshore en Méditerranée. Les énergies renouvelables et l'hydrogène joueront un rôle majeur pour tenir les objectifs de décarbonation. Mais à quel prix ? Si les projets de la zone industrielle-portuaire sont bien accueillis par les habitants, un autre projet, situé à quelques kilomètres de l'autre côté de la ville de Fos, les inquiète. Du site, c'est bien qu'on voit des dames et des randonneuses. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Ah, des dames vous êtes au courant du projet qu'ils veulent faire ici, là Moi, je suis contre. Eh bien, nous aussi, nous sommes contre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire comme projet? Eh bien, là, ici, ils veulent recouvrir les étangs de 500 hectares de panneaux solaires. Qui ne serviront pas? Si, ils vont servir, mais ils vont servir à faire fonctionner une partie d'une usine à hydrogène qu'ils vont mettre sur le plan des routes. Au revoir, mesdames. Avec ce projet, dénommé Ivance, l'entreprise Géocel espère produire ici, sur ses étangs d'eau salée, de l'hydrogène bas carbone dont auront besoin les industriels de la zone. Dès qu'il a été informé de ce plan, Jean-Louis Sagnal a monté un collectif pour préserver ces étangs. La population, on leur a dit on va décarboner la planète, Fos va être pionnier dans le monde et on va sauver tout le monde. Et donc, il est difficile d'être contre cette idée-là. Mais personne n'a expliqué, on va recouvrir les étangs, on va mettre une usine à tel endroit, on va clôturer, on prévoit une nouvelle ligne haute tension de 125 000 volts, et puis recouvrir ce lac, ça veut dire, là pour le coup, condamner toute vie, évidemment, hein, dans le lac et autour. C'est une zone de survol des oiseaux. Les industries, on les a acceptées tant qu'elles sont à l'intérieur de la zone qui leur a été dédiée, spécifiquement délimitée pour elles. Et d'ailleurs, nous, ça fait 20 ans qu'on existe et ça fait 20 ans qu'on suit toutes les industries, on fait partie de toutes les commissions de suivi de site, on a élaboré les plans de prévention des risques technologiques avec les industriels, on entretient des rapports qui sont cordiaux avec les industriels parce que cette activité nous fait vivre. Nous ne sommes pas du tout contre la technologie photovoltaïque, on n'est pas du tout contre le développement industriel de Fos, on n'est pas du tout contre les énergies renouvelables, nous sommes contre l'implantation de ce projet sur cette partie est de la ville qui nous semble totalement déraisonnable. Le soir même, les habitants ont rendez-vous à la Maison de la Mer. Géocel va tenter de les convaincre. Car désormais, toutes les nouvelles installations qui ont un impact sur l'environnement doivent faire l'objet d'une concertation et d'un débat public. Plus question d'imposer les usines comme dans les années 60.
Les dirigeants de Géocel le savent, une partie de la ville est hostile au projet. La séance s'annonce houleuse. Écoutez, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour ouvrir cette concertation. Alors, moi j'ai bien entendu les questions et les oppositions de certains concernant le projet que nous portons aujourd'hui. Mais nous sommes là ce soir, comme nous serons présents à chaque moment de la concertation, pour déjà vous écouter, vous répondre, et je l'espère débattre, parce que ce mot pour moi est quand même très important, et avoir un échange ouvert et constructif. Donc le projet, c'est tout d'abord une ferme solaire donc, qui permet de produire de l'énergie, de l'électricité décarbonée, puisque c'est de l'énergie solaire. Ça correspond en décarbonation à éviter d'émettre 105 000 tonnes de CO2 par an. 105 000 tonnes, c'est la moitié du bilan carbone de la ville de Marseille. Et à l'échelle d'une année, le projet sera autonome en énergie, c'est-à-dire qu'il apportera autant d'énergie qu'il en a besoin pour produire de l'hydrogène. Il y a madame ici, il y a monsieur en vert là, il y a monsieur là-bas ici, il y a monsieur qui est là-bas, il y a monsieur ici, il y a monsieur ici. Ben, écoutez, moi je me demande pourquoi on veut absolument détruire ces deux États. C'est le seul poumon de vie qui nous reste un petit peu, le seul poumon de verdure, alors qu'on a du côté ouest une zone industrielle, où cette zone industrielle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'arbres, les marais sont en train de mourir, et donc pourquoi ne pas l'installer là? Mais en fait, on ne prévoit pas de détruire les étangs. On vient superposer des panneaux photovoltaïques. Vous avez effectivement mentionné d'autres zones pour implanter ces 500 hectares de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, trouver un foncier sans déboiser, sans détruire la nature, pour mettre 500 hectares de panneaux photovoltaïques, c'est quasiment impossible dans la région. Je dis, si on vous faisait ça dans le jardin, vous direz quoi? Attendez, voilà, merci. Si vous voulez en parler, vous prenez le micro. Non, ça c'est on continue. Le projet tel qu'il est présenté actuellement est vraiment une dégradation impensable et désastreuse pour la ville. Donc je disais, il faudrait renoncer à ce projet pour permettre aux habitants de respirer un peu mieux. Merci madame. Au fond là-bas. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous voulez continuer à avoir des cancers dans la région? Est-ce que vous voulez continuer à subir cette pollution? Ou vous voulez vivre avec une énergie renouvelable? C'est la question qu'il faut se poser. On est pour ou on est contre, mais posez-vous cette question. Monsieur le maire, vous avez la parole. Pour le maire de Fos, soutien du projet. Oh non, on va vous donner un micro. Les réticences des habitants ne seront pas sans conséquences sur leur avenir. Que direz-vous à vos enfants dans 40 ans? Que vous vous êtes battus contre des projets? Oui, que vous vous êtes battus contre des projets. Attendez, c'est comme ça la concertation? Bravo les démocrates. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Parce que sinon les panneaux et l'hydrogène, on les fera en Espagne. Les panneaux et l'hydrogène, on les fera au Maroc. On les fera bien ailleurs. Et effectivement, on se retrouvera sans industrie, sans électricité et sans tout le reste. La concertation s'est achevée au début de l'été. Le rapport issu des réunions publiques soulève le clivage au sein des participants, la défiance des opposants et le rejet du lieu d'implantation d'Ivance. Un avis consultatif. Romuald Meunier et Jean-Louis Sagnal ont le sentiment d'avoir réussi à faire bouger les lignes. On s'est fait entendre, c'est certain. C'est certain, on s'est fait entendre. Est-ce qu'on a réussi à arrêter le projet? Ça ne l'est pas. On s'est fait entendre. Ça a permis aux gens, et notamment aux décideurs, de changer leur regard sur la chose. Et c'est ça qui est important. Nous restons bien sûr demandeurs et optimistes pour l'abandon complet du projet sur cette zone.
Ils ont remporté une première victoire. Face à l'opposition, désormais, le maire demande lui aussi le retrait du projet. Géocel a pris acte des inquiétudes exprimées lors de la concertation. Yvance ne verra pas le jour tel qu'il a été présenté. Depuis son siège, la directrice du projet travaille à une alternative. On a entendu des oppositions pendant la concertation, mais on n'a pas entendu d'opposition contre le principe de notre projet. C'est-à-dire, ça c'est un point qu'on a noté, c'est-à-dire qu'on n'a trouvé personne qui nous dise « votre projet n'a pas de sens », c'est-à-dire de décarboner. C'est pas ça qui a été remis en cause. Parmi les oppositions, il y a des questions de sécurité, enfin, autour de l'usine d'hydrogène, et également des questions d'impact paysager. On va revoir le projet en profondeur. On ne va pas le faire tel qu'il avait été présenté au départ. Maintenant, un projet d'une telle ampleur, enfin, la revue d'un projet d'une telle ampleur, ça prend du temps. Malgré les réserves, Géocel n'abandonne pas le projet. La zone industrielle-portuaire n'a pas d'autre choix que de décarboner, développer de nouvelles énergies et une industrie plus propre. L'opportunité d'un renouveau économique pour la ville et ses habitants. Quand vous annoncez panneaux photovoltaïques, hydrogène, SAF, e-carburant, ce qui va se faire, c'est énorme. Au moment de la construction, c'est peut-être 30 000 emplois. Comment les acheminer sur les chantiers, ça va être une sacrée aventure. Un autre défi attend Fos, celui des infrastructures. La départementale qui mène aux ports et aux industries est déjà saturée. Tous les jours, la même file de camions s'étire. Malheureusement, rien n'est adapté, que ce soit le réseau routier, qui effectivement est le même depuis 50 ans. On n'a pas mesuré l'importance de ce qui se passait ici. Mais il nous faut, comme les autres, les outils nécessaires. J'ai beau prendre mon bâton de pèlerin et monter sur Paris pour essayer d'expliquer tout ça. Chaque fois, effectivement, j'ai des oreilles attentives, des oreilles intéressées. Mais au bout du bout, pas grand-chose qui se passe. Fos attend des investissements publics à la hauteur des enjeux et du chantier colossal entrepris par les industriels. L'enjeu est stratégique pour atteindre l'objectif de neutralité carbone fixé par l'État pour 2050. Voilà donc pour ce reportage réalisé par Marion Becker avec Pierre-Yves Deheninck. Pour débattre de cette décarbonation de notre industrie, nous sommes donc ce soir avec Nicolas Matte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des acteurs de la décarbonation à Fos-sur-Mer, puisque vous coordonnez les efforts de tous les groupes industriels qui sont présents sur place. Vous le faites à travers l'association Picto, dont vous êtes le secrétaire général. Patrice Vergrit, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le maire de Dunkerque, mais vous présidez aussi la communauté urbaine et le pôle métropolitain, ce qui fait de vous, évidemment, un acteur clé de la décarbonation à Dunkerque. Roland Lescure, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez lancé ce qu'on appelle les contrats de transition écologique qui concernent les 50 sites industriels les plus polluants en France, dont font partie Fos-sur-Mer et Dunkerque. Et vous étiez à l'époque ministre de l'Industrie. Vous êtes aujourd'hui député Ensemble pour la République et vice-président de l'Assemblée. Enfin, Mathieu Quiré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du service industrie au journal Les Échos. On va commencer peut-être par vous, Nicolas Matte. On a vu dans ce reportage que les solutions techniques, elles existent. Il y en a plusieurs, qu'une partie du chemin est déjà réalisée. Dans quel état d'esprit sont les industriels de Fos-sur-Mer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sujets d'inquiétude? Et si oui, lesquels? Alors effectivement, nos travaux ont mis en évidence toute une série de leviers pour la décarbonation au niveau du territoire de la ZIP de Fos-sur-Mer et le pourtour de l'étang de Berre, qui sont vraiment des plateformes qui sont intimement dépendantes les unes des autres en termes d'échange de flux de matière et d'énergie. Les scénarios que l'on a établis nous permettent de montrer toute une série, encore une fois, de leviers. On pourra les préciser par la suite, et ils sont évoqués entre autres dans le reportage. Mais effectivement, aujourd'hui, les industriels peuvent être à la fois dans une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'ils sont déterminés, ils ont des projets concrets à pouvoir mettre en place dans les prochaines années, donc à court, moyen, long terme, pour une décarbonation profonde du tissu industriel, mais
ce qui suppose malgré tout de lever un certain nombre d'incertitudes, et qui sont lesquelles? Le coût d'accès à l'électricité dans la durée, les mécanismes on va dire, de protection aux frontières de l'Europe par rapport à des produits importés qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait considérés de la même manière en termes de contenu carbone que ce que nous, on pourrait produire en termes d'acier. Ils ne sont pas produits dans des conditions idéales de décarbonation. Exactement. Et puis, un point que l'on a mis aussi en évidence, c'est le fait que, certes, les sites industriels disposent de leviers de décarbonation au sein de leur site, mais tout l'atout de nos démarches territoriales, c'est de montrer aussi qu'une logique de symbiose peut leur permettre d'aller plus loin et encore plus vite. On va l'évoquer dans un instant. Mais par exemple, sur l'hydrogène vert qu'on voit dans ce reportage, est-ce que les industriels sont prêts à Fos à se lancer comme ça, tête baissée là-dedans, sachant que ça demande beaucoup d'électricité et que ça coûte beaucoup plus cher à produire que ce qu'on appelle l'hydrogène gris, qui est fabriqué à partir d'énergie fossile? Alors, effectivement, encore une fois, dans nos simulations, on ne met pas en concurrence l'hydrogène vert et les outils... Vous pensez qu'il y aura un marché spécifique propre à cet hydrogène vert pour certains clients? Avec un démarrage qui va se faire sous format notamment d'import d'hydrogène sous format ammoniac. C'est le cas avec des projets sur la zone de Fos-sur-Mer. Mais ça ne vient pas complètement en concurrence avec la production qui est déjà locale d'électrochimistes ou à partir de craquage de gaz naturel, moyennant le fait qu'on décarbone le gaz à l'entrée de ces outils et qu'on capte le CO2 à la sortie. Patrice Vergrit, à Dunkerque, ces dernières semaines, il y a plusieurs gros projets qui ont été mis en pause. Il y a l'usine de recyclage de batteries d'Eramet, et puis surtout le projet d'Arcelor pour produire de l'acier décarboné dans les hauts fourneaux de Dunkerque. L'investissement s'élevait à 1,8 milliard d'euros, dont près de la moitié en aide publique. On pensait que c'était acquis. Pourquoi est-ce qu'Arcelor a suspendu ce projet pour l'instant ? C'est vrai qu'à Dunkerque, on a deux piliers qui sont liés à la décarbonation. À la fois les nouvelles industries de la décarbonation sur les batteries. Aujourd'hui, la filière batterie à Dunkerque, elle fonctionne plutôt bien. Vercors est en dynamique d'avancée forte du projet. Vercors, c'est une gigafactory, comme on dit, qui va produire des batteries d'ici combien de temps? D'ici la fin de l'année 2025, pour Renault en particulier. Donc, j'ai envie de dire, du côté de la batterie, globalement, on voit l'avenir positivement en voyant le chemin inéluctable vers la voiture électrique et la mobilité électrique. Donc, j'ai envie de dire, il y a une forme de confiance. La question simplement posée, c'est la question du calendrier, la question du timing. Est-ce qu'on est dans le bon timing par rapport à la demande? L'inquiétude, elle est plus grande, vous l'avez dit, du côté de la sidérurgie, parce que cette crise de l'automobile, notamment, affecte beaucoup la sidérurgie et ArcelorMittal Dunkerque. Je pense que ce qui est attendu aujourd'hui par les sidérurgistes, c'est de savoir si oui ou non, à l'échelle européenne, on considère que l'acier est un bien essentiel, un bien souverain. Et donc, mon voisin l'évoquait, il y a une attente très forte de la Commission européenne sur la clause de sauvegarde, l'activation de la clause de sauvegarde. Alors, on va peut-être expliquer en quelques mots ce que c'est. Qui permet de protéger, en fait, l'acier européen, de considérer qu'en Europe, nous avons besoin de produire de l'acier et que c'est un bien stratégique. Voilà, le protéger à travers des barrières douanières Tout à fait. Il y a la clause de sauvegarde, c'est une limitation des importations avec une taxe quand on est au-delà d'un certain quota d'importation. Et donc ça demande à être activé aujourd'hui. Différents pays européens se sont exprimés en faveur. Maintenant, il faut que la Commission avance. Et puis, l'autre dimension que vous avez évoquée également, c'est le prix de l'électricité. Il faut aujourd'hui que ça avance aussi dans les discussions entre le gouvernement et EDF. Roland Lescure, vous avez été aux manettes, si l'on peut dire, au ministère de l'Industrie. Quand vous entendez à la fois Nicolas Matt, Patrice Vergrit évoquer tous ces points de blocage aujourd'hui, vous restez optimiste malgré tout ou... Alors oui, d'abord parce que si vous n'êtes pas optimiste, vous n'êtes pas ce que je fais, mais surtout parce que ces deux exemples sont absolument exceptionnels. Donc votre documentaire, bravo, il est super. Parce qu'on voit, malgré les petits défis d'acceptabilité, qu'il y a un vrai alignement des élus, des industriels et des équipementiers, le port notamment, pour vraiment opérer cette révolution industrielle. Et à Dunkerque, que je connais bien, puisqu'on a eu l'occasion de s'y voir plusieurs fois ces dernières années, c'est pareil. On a, mais je le dis devant lui parce qu'il est modeste, un élu absolument exceptionnel qui a piloté ça depuis longtemps, qui a rassemblé tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais ministre, d'annoncer ce qu'on appelle les zones industrielles bas carbone, les IBAC. Dunkerque en est une, Fos en est une, Saint-Nazaire, Le Havre, qui rassemblent tout le monde en vue de cet objectif stratégique qui est de décarboner l'industrie. Avec ce que Patrice a très bien dit, il faut à la fois décarboner l'industrie traditionnelle, j'y viens dans une seconde, c'est compliqué, mais c'est inéluctable si on veut garder de l'industrie en France, et en profiter pour développer l'industrie de demain, l'hydrogène notamment. Alors, oui, aujourd'hui, c'est difficile.
parce qu'on fait face, je dirais, à un choc conjoncturel. Il y a un ralentissement industriel indéniable dans le monde et notamment en Europe, avec des entreprises qui s'investissent à très long terme, qui ont besoin de visibilité, mais qui à court terme font face à des chocs. Et puis, là où la Chine a clairement fait le choix de la décarbonation, je dirais à la chinoise, donc très pilotée et très subventionnée, là où les États-Unis l'ont fait un peu à l'américaine, l'IRA, Inflation Reduction Act, mais beaucoup d'argent, et on fait du protectionnisme, nous on est encore trop ouverts aux 80. Donc je rejoins Patrice, on est dans une révolution industrielle. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on n'aura plus besoin de ces barrières. D'abord parce qu'on sera en avance, on sera décarboné avant tout le monde, et on sera devenu compétitif. Mais au moment où on lance les nouveaux produits, c'était le cas dans le chemin de fer à la fin du 19e siècle, c'était le cas dans l'automobile après la Seconde Guerre mondiale, c'est le cas de ces industries, mais il faut protéger pour développer, pas protéger pour s'enfermer, mais protéger pour développer. Mais alors pourquoi pas d'action immédiate, rapide de la Commission européenne? Il y a eu déjà beaucoup d'actions. Mais ça prend du temps en Europe, 27 pays à mettre d'accord, etc. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le fameux MACF, la taxe carbone aux frontières. On a mis en place des subventions, ce que vous disiez tout à l'heure d'Arcelor. On va financer plus d'un tiers de la décarbonation à Dunkerque et à Fos d'ailleurs. On a annoncé 1,6 milliard de plus dans un budget qui j'espère sera voté pour décarboner les industries. Donc tout ça, c'est en place. Mais il faut continuer. C'est vrai qu'en Europe, ça prend un peu de temps. Les Allemands, les Italiens sont d'accord. Maintenant, il faut bouger la Commission. Il y a une nouvelle Commission. Elle est en place dès le début janvier. Donc, on attendra début janvier pour remettre un coup de pression. Et je suis sûr que le gouvernement, quel qu'il soit, va le faire, évidemment. Alors, il y a la question européenne, mais il y a aussi la question franco-française de l'instabilité politique qui peut aussi inquiéter les industriels. Ils ont besoin de se projeter dans l'avenir. Et là, vous l'avez évoqué, il y a 1,6 milliard qui était en jeu, que vous aviez défendu dans le cadre du débat budgétaire, on ne sait pas s'ils seront là déjà, au final. Peut-être, je prends un pas de recul. Donc, dans le budget, il y avait à peu près 50 millions pour la décarbonation de l'industrie. Moi, j'ai fait signer une tribune avec des élus de tous bords, des maires, des présidents de région, des députés, communistes, écologistes. Parce que même les écologistes, ils achètent ça, la décarbonation de l'industrie. Évidemment, du Bloc central, des LR, des socialistes. L'industrie, ça rassemble tout le monde, c'est une grande cause nationale. Et grâce à cette tribune, le gouvernement de l'époque a décidé de mettre 1,6 milliard. Sauf que, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Ils vont forcément revenir. Parce que c'est... Non, mais parce que... Mais les industriels, ils ont besoin d'une assurance par rapport à ça. Et d'une visibilité. Oui. Donc, évidemment, oui, la censure est arrivée. La censure, ça a un coût. Ça introduit de l'incertitude. Mais si on veut que ça se passe, il faut donner de la visibilité aux industriels. Donc, il faut le faire, évidemment. Mathieu Kiré, votre regard à vous? Oui, nous, ce qu'on voit en contact permanent avec les industriels depuis des mois, c'est quand même qu'ils sont pris d'une fébrilité incroyable. Ils étaient effectivement dans une dynamique, après la pandémie, une dynamique de décarbonation. C'était une tendance mondiale, c'était une tendance européenne, c'était une tendance française. Il y avait quand même beaucoup de moteurs allumés. Là, ils sont rattrapés par un tas de freins. Il y a évidemment les questions d'incertitude politique. On a vu que, par exemple, dans le budget 2024, dans celui de 2025, il y a quand même des centaines de millions d'euros qui étaient prévus sur l'hydrogène, sur la décarbonation, qui ne sont pas au rendez-vous parce que les caisses sont vides, il faut se le dire. On voit au niveau européen les incertitudes avec le grand frère allemand, qui était quand même le grand frère de l'industrie européenne, qui est pris complètement de paralysie sur un tas de sujets avec des monstres comme ThyssenKrupp, qui sont paumés au niveau de la décarbonation, mais à plein d'autres niveaux. Et puis au niveau mondial, on voit quand même un phénomène géopolitique et économique sur des surcapacités qui se construisent partout dans le monde. On a parlé de la sidérurgie, mais il n'y a pas que la sidérurgie qui a un souci. La chimie, les surcapacités qui se construisent partout dans le monde, dans le sud-est asiatique, sur l'acier, la chimie, sur les batteries automobiles. Donc il y a quand même beaucoup de signaux qui sont très très inquiétants pour les industriels. Et garder le cap dans ces conditions, chapeau. Si l'Europe y parvient, chapeau. Hein. Mais en 2 mots, mais ce que vous dites est vrai. Et du coup, il est indispensable qu'on garde ce cap et que la puissance publique européenne et nationale le fasse, que les élus locaux continuent leur boulot fantastique. Enfin, Fos, c'est un maire communiste. Vergrit, il n'est pas tout à fait communiste, hein, on va dire ça comme ça. Et ils pensent la même chose tous les deux, parce qu'ils savent que pour leur territoire, il y a un enjeu clé en termes d'emploi. Oui, effectivement, ça turbule, mais dans ces moments-là, c'est là que vous retrouvez
et que vous reconnaissez des vrais leaders. Il faut qu'on fasse preuve de leadership. C'est vrai qu'il y a un consensus politique assez nouveau. Il y a peu de sujets quand même. Vrai, il y a peu de sujets sur lesquels on est tous d'accord, donc allons-y. Il y a une chose qui est marquante dans ce reportage, c'est à quel point l'électricité va être cruciale pour pouvoir décarboner l'industrie. Il y en a besoin partout. À Fos-sur-Mer, il y en a besoin notamment dans la raffinerie Petro-Ineos, mais aussi pour le groupe de chimie Chem1. Il y en a besoin pour produire cet hydrogène vert qu'on a évoqué et le méthane de synthèse qu'on a vu aussi dans le reportage. Arcelor à Fos-sur-Mer va aussi en avoir besoin. Est-ce que vous, à Fos-sur-Mer, vous avez sécurisé votre approvisionnement, c'est-à-dire à la fois sur des volumes d'électricité et puis sur des prix sur 10, 15, 20 ans, parce que c'est ce dont ont besoin nos industriels? Alors, les prix, on ne peut pas les sécuriser in situ à Fos-sur-Mer, bien évidemment. Par contre, l'approvisionnement et le renforcement de l'alimentation électrique de la zone est un challenge d'aujourd'hui. Ça fait partie des projets de territoire sur lesquels, effectivement, il faut arriver à trouver un consensus et des éléments de sortie positive, parce que, vous l'avez dit, le besoin est très important. Aujourd'hui, une région comme la région PACA, c'est environ, la région sud PACA, c'est 5 gigawatts d'appel de puissance. Ça pourrait être amené à doubler dans les 10-15 ans qui viennent. Donc il y a un enjeu, notamment sur une ligne à très haute tension, qui plaît pas à tout le monde. Personne n'a envie d'avoir une ligne à haute tension qui passe sous ses fenêtres, quoi. Bien évidemment, et en l'occurrence, le gestionnaire de réseau, qui est RTE, et qui est le maître d'ouvrage avec l'État sur ce projet-là, questionne finalement les besoins électriques au plus juste, de manière à se rendre compte sur des plages de temps de 2025-2030 et au-delà de 2030, qu'est-ce qui peut être raisonnablement fait pour le renforcement de l'alimentation électrique, qui, in fine, vous l'avez dit, va servir à la décarbonation. Or, ce qu'on voit dans nos trajectoires, qu'elles soient de tendancielles jusqu'à ambitieuses, c'est que tous les scénarios que l'on a montés, ils sont plausibles. On peut tout à fait réussir une décarbonation ambitieuse avec à la clé une création d'environ 5 000 emplois directs, plus de 5 000 emplois directs de l'industrie, avec tout ce que ça peut avoir comme effet de conséquence sur un territoire. On peut aussi être dans un scénario tendanciel où on détruirait de l'emploi dans les mêmes proportions. Et tout est plausible aujourd'hui. Donc c'est effectivement un vrai challenge. Sur cette question des prix de l'électricité, Roland Lescure, c'est quand même... Alors, deux choses. Non, mais juste pour qu'on comprenne bien quand même, il n'y a pas aujourd'hui de visibilité pour les industriels. Et je pense ils vont devoir investir des sommes énormes. On parle de 11 milliards d'euros rien que pour Fos-sur-Mer. Et ils ne savent pas combien coûtera l'électricité à l'avenir, alors que ça va être le carburant de la décarbonation. On le voit bien dans votre reportage, parce que ça démarre au démarrage de Fos. Il y a des dizaines d'années, il y a eu quelques visionnaires qui ont décidé de créer de l'industrie là-bas. Et à l'époque, ça a créé des débats énormes et l'enjeu de l'électricité était déjà important. Il y avait quelques-uns de mes prédécesseurs qui ont décidé de lancer les réacteurs nucléaires et autres. On relance de l'électricité nucléaire, des EPR. Il faut, et là-dessus je vais être un peu sévère et un peu solennel, que EDF fasse le boulot pour prioriser le développement de l'industrie dans les tarifs que doivent payer les industriels, dans la décarbonation sur l'utilisation des réacteurs existants. C'est-à-dire quoi? Avoir un tarif préférentiel, en quelque sorte, c'est ça? C'est déjà le cas. Il y a des négociations qui sont en cours, et je ne vais pas rentrer dans le détail, entre EDF et les grands industriels pour sécuriser des volumes et des prix. Mais il faut qu'EDF fasse plus d'efforts là-dessus. Moi, quand j'étais ministre de l'Industrie et de l'Énergie, et je trouvais très bien que les deux soient ensemble, parce que ça permettait justement de mettre de la pression sur les uns et les autres pour que la négociation aboutisse, je pense qu'EDF peut faire plus, peut faire mieux. Après, je comprends EDF, ils ont tellement de projets. Il faut qu'on leur dise comment on va financer les EPR, il faut qu'on sécurise les barrages. Mais ce point-là, il est essentiel, parce que si on n'a pas d'électricité en volume et pas cher, Gravity, qui est un projet chez vous, ils vont produire de l'acier décarboné en 2030. C'est demain 2030. Pour ça, il faut l'électricité pas cher. Et donc, il faut aller vite. Il y a un débat quand même, parce que EDF ou une partie au gouvernement, les ministres expliquent que les industriels ne se ruent pas pour sécuriser des contrats à long terme, parce que les prix actuels sont bas, et donc c'est difficile de s'engager à long terme. C'est vrai pour les industriels de taille moyenne, et ça, d'ailleurs, je trouve qu'EDF a bien fait le boulot pour faire ce qu'on appelle des contrats de moyen terme pour les entreprises de taille pas trop grosse. Mais pour les très gros projets, à eux deux, ils représentent 35% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie française. Fos-sur-Mer plus Dunkerque. Fos-sur-Mer, Dunkerque, c'est 35%. Donc si vous décarbonez Fos et Dunkerque, vous faites un tiers du boulot. Ça va coûter beaucoup d'argent, mais ça vaut le coup. On sera unique
au monde si on fait ça. Donc il faut le faire, évidemment. Sur cet enjeu du prix de l'électricité, Patrice Vergrit, il y a des négociations en cours. Moi, j'ai lu dans la presse, hein, on parle de 70 € du mégawattheure d'électricité. Je crois qu'un mégawattheure de gaz, aujourd'hui, en Europe, il est autour de 40 €. Aux États-Unis, il est autour de 10 €. Comment un industriel peut décider de décarboner en France aujourd'hui quand il voit ça aux États-Unis? Les négociations se font actuellement sur un autre prix que 70 €. Mais Roland a raison. Je pense que les grands groupes aujourd'hui industriels sont prêts à signer avec EDF une visibilité à long terme. Moi, chez moi, c'est le cas. Et c'est vrai qu'il faut avancer sur cette question du prix. C'est ce que je disais tout à l'heure. À la fois la question de la souveraineté à l'échelle européenne, éviter le dumping environnemental. Et le troisième enjeu, c'est le prix de l'électricité. Je voudrais juste revenir sur le volume, parce qu'on est passé un peu vite. C'est quand même un très bel enjeu, le volume. Dunkerque, c'est déjà une centrale nucléaire de 5,4 gigawatts. On a un projet de 2 EPR. Quand tu étais ministre de l'Industrie, tu as largement développé ça. Et c'est très important, et Roland a eu raison là-dessus. On rajoute 3,2 gigawatts. On a un champ éolien offshore de 600 mégawatts. Ce n'est pas des petits projets. Et quand on regarde l'enveloppe, on parlait d'1,8 milliard pour la décarbo d'ArcelorMittal. On est à peu près au même niveau pour le champ éolien offshore de Dunkerque et pour l'extension du réseau électrique. C'est à peu près le même ordre de grandeur. On est autour de 1,5 milliard d'investissement à chaque fois. Donc on voit à quel point cette question du volume, de la production d'électricité est importante. Et je veux le dire pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Quand on enlève le pétrole, le gaz et le charbon, on doit le remplacer par de l'électricité. Et donc, à un moment donné, il faut produire de l'électricité. Et vous avez vu le reportage. Quand il faut produire du solaire, quand il faut produire de l'éolien ou même du nucléaire, eh bien, effectivement, il y a des gros enjeux derrière. Donc, on a entendu le patron d'EDF dire très clairement, c'est l'enfer d'investir en France. Ça prend beaucoup trop de temps. Donc, oui. Et c'est très important qu'on arrive aussi à une production en volume d'électricité. Il y a un enjeu aussi de souveraineté majeur. Même si quand même cet enjeu, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, cet enjeu, il a un peu baissé ces derniers mois. Il y a une révision quand même qui se fait un peu partout dans les états-majors des grands groupes de l'énergie sur les volumes qui seront consommés dans les années à venir. Et comme la voiture électrique démarre quand même moins vite que prévu, comme l'industrie, la réindustrialisation ralentit, il y a quand même moins d'inquiétude sur la disponibilité de l'électricité. En tout cas, c'est ce qu'on entend chez EDF, c'est ce qu'on entend ailleurs. Il n'y a que RTE qui est encore un petit peu... Il faut choisir entre la tendance et l'ambition. Moi, j'ai bien aimé votre truc. On a un certain nombre de scénarios. Moi, je veux être ambitieux. Et pour être ambitieux, il faut travailler sur tous les leviers. L'Allemagne a décidé d'arrêter le bonus automobile. Donc, si vous achetez un véhicule électrique... Elle réclame un bonus européen maintenant. Non, mais en Allemagne, vous achetez un véhicule électrique, vous avez 0. En France, vous avez 4 000 € au moins, et réservé aux véhicules faits en Europe. Résultat, vous avez aujourd'hui 17% de part de marché des véhicules électriques en France, et la part de marché de la Chine a été divisée par 4 depuis qu'on a réservé le bonus aux véhicules européens. Mais les ventes de voitures électriques en France ont chuté sur 12 mois, on est d'accord. Non, mais elles ont chuté, mais on a une très forte hausse de la vente des véhicules européens. Donc moi, je veux à la fois qu'on roule électrique, mais qu'on roule électrique européen. Il faut travailler sur la demande. Il faut travailler sur l'offre. Et effectivement, il faut amener tout le monde vers un scénario ambitieux. L'État fait son rôle, les élus locaux jouent son rôle. Il faut que la Commission européenne, le rapport Draghi, là, qui dit 800 milliards d'investissements, il faut le mettre en œuvre. Et puis, je pense qu'il faut être extrêmement déterminé parce que ce n'est pas seulement un projet économique, c'est un projet de société. Faire de la France une nation de production, qui, plus est, écologiste. On a passé 30 ans à transformer la France d'une nation de producteurs à une nation de consommateurs. On a construit des ronds-points, des centres commerciaux. Il faut construire des usines, parce que vous l'avez dit, 5 000 emplois. Dans l'industrie, c'est 20 000 emplois autour. À Dunkerque, ça représente quoi en enjeu territorial pour vous d'emploi? Il y a 3 poumons économiques à Dunkerque, qui sont maintenant les batteries, l'énergie et la sidérurgie, c'est 3 poumons industriels, évidemment. C'est le poumon. Alors, évidemment, on a d'autres dimensions que l'industrie, mais c'est l'élément majeur. Je voudrais reprendre ce qu'a dit Roland, qui est très important sur les véhicules électriques. J'ai été ministre de Transport un petit temps, et j'ai justement voulu réfléchir à la relance de la demande de véhicules électriques en France. On avait commencé à travailler sur un certain nombre de solutions. J'avais proposé d'ailleurs l'idée d'un plan d'épargne véhicules électriques, comme on fait un plan d'épargne logement aujourd'hui, avec de l'épargne bonifiée, des prêts bonifiés, etc. J'avais proposé ce qu'on appelle les formules d'intracting. Vous savez ce que c'est? C'est que le gain que vous faites quand vous faites un plein,
notamment chez vous, pour les gens qui peuvent charger chez eux, soit intégré dans le prix d'acquisition d'un véhicule. Ça ramenait le prix d'acquisition d'un véhicule électrique au prix des véhicules thermiques. Et on pouvait accompagner les constructeurs et donner une incitation. C'est très important ce qu'a dit Roland. Il faut regarder la tendance. Il faut voir ce qu'on a envie de faire demain. Pourquoi Dunkerque, ça marche? Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, voilà le cap à 10 ans, voilà le cap à 15 ans. Et on s'est tenu avec les industriels avec le même cap. Ben, c'est pareil au niveau national. Il y a un cap, il est évoqué là par Roland, et je pense que c'est très important de garder le cap, surtout pas changer quand ça va. Si on veut voir des bonnes nouvelles, quand même, il faut le dire, il y a un changement de logiciel au niveau européen pour davantage protéger la production européenne. Et c'est vrai que sur la voiture électrique, ces nouveaux outils pour favoriser, ou en tout cas pour ralentir l'offensive chinoise, il fonctionne. On voit bien que l'offensive de BYD n'a pas fonctionné pour l'instant. Il y a quand même Et si BYD j'aimerais entendre Nicolas Matt un petit peu. Il faut qu'ils produisent en France. Oui. Toyota est venu il y a plus de 20 ans en France. À l'époque, il y avait levé le bouclier. C'est le premier véhicule, l'usine de Toyota à Valenciennes, c'est la plus grande usine d'auto made in France, en France. Et donc ça marche. BYD, ils n'ont qu'à venir produire ici. La question, c'est est-ce qu'ils vont produire en Europe de l'Est ou en France? Il faut qu'on soit compétitif. Nicolas Matt, il y a un point important qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question des synergies. C'est aussi un enjeu clé pour la décarbonation. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne à Fos-sur-Mer entre les différents groupes industriels, ces questions de synergie. Oui, alors une synergie, très généralement, on appelle une synergie un échange de flux de matière et d'énergie. La chaleur fatale d'un acteur qui peut être réutilisée par un acteur voisin ou la revalorisation d'un coproduit. Là, ça va un petit peu plus loin parce que dans le contexte de la décarbonation, on le voit, l'alignement entre élus, décideurs privés, populations locales qui doivent comprendre aussi ce que sont ces mutations et ces transformations au niveau des territoires. Ce n'est pas tout de le faire à une échelle de connaisseurs, mais de le faire aussi avec l'adhésion, finalement. On ne parle pas d'acceptabilité, d'adhésion des populations locales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller vers des infrastructures qui vont nous permettre de transporter, de stocker, de distribuer demain de l'hydrogène, du CO2, etc. Au-delà de ce qu'on faisait déjà sur des énergies fossiles ou des produits raffinés. Et là, ce pourrait être de nouvelles synergies, encore une fois, qui se mettent en œuvre, soit entre industriels, soit entre industriels et collectivités. C'est le cas avec l'énergie qui est fatale, qui est revalorisée. C'est-à-dire la chaleur qui est produite par les usines est réutilisée par la ville dans son réseau de chauffage urbain, par exemple. Et par d'autres industriels, les batteries. Et par des autres industriels. Voilà, exactement. C'est un réseau de chaleur urbain sur Dunkerque. Mais il peut y avoir aussi des connexions qu'on pense moins spontanément entre le secteur agricole, par exemple, qui a des coproduits à revaloriser, et des outils industriels qui peuvent permettre de la biomasse, etc. Et ces interconnexions, ces interactions fonctionnelles entre urbain, agricole, industriel, ça fait territoire, ça fait société, entre autres. On arrive bientôt au terme de ce débat. Il y a quand même une question qui se pose, c'est celle du modèle économique d'une industrie décarbonée. Mathieu Quiré, là-dessus, j'aimerais vous entendre. Est-ce que cette industrie décarbonée, elle est viable, elle est rentable, ou est-ce qu'elle est vouée à vivre un peu sous perfusion d'aide publique? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Alors il faut quand même une étincelle à l'allumage, donc ça c'est certain que la subvention publique elle est importante. On voit bien que sur des projets de décarbonation comme à Dunkerque, ça peut aller jusqu'à 50% de l'investissement, la subvention. Ça, tous les pays le font, ça paraît indispensable. Après, il y a un vrai débat autour de la durabilité des protections de l'industrie européenne. Est-ce que ça va suffire à protéger pendant un moment, comme vous le disiez, les industries européennes décarbonées? Est-ce que ça permettra d'être plus compétitif dans les offensives commerciales à l'étranger? C'est assez compliqué d'y voir clair. L'acier vert, par exemple, c'est, dans le meilleur des cas, quand c'est produit au nord de la Suède avec de l'électricité pas chère, c'est plus 20-25%. Pour aller convaincre un constructeur automobile de payer cette surprime, pour l'instant, c'est compliqué. Et dans 15 ans, il n'y a pas encore un marché pour ça. Les consommateurs ne sont pas prêts à payer 25% plus cher pour avoir un acier. Il y a quelques marchés qui émergent. Par exemple, le mât des éoliennes, on me dit que ArcelorMittal explique qu'il commence à y avoir un intérêt pour de l'acier vert. Mais la construction automobile, pour l'instant, pas du tout. Donc, il faut certainement y aller. Monsieur Lescure a raison. De toute façon, pour l'intérêt de tout le monde, il faut y aller. Oui. Mais... Nicolas Matt, là-dessus, vous vouliez réagir? Oui, alors on parle beaucoup de coûts de la décarbonation. Certes, nous, ça peut être 10, 13 milliards, etc. Est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un investissement? Oui. C'est tout complètement différent en termes de paradigme. Et un investissement, ça supporte de le mettre en face. Par contre, ce qui est un coût, c'est l'inaction ou la non-décision, ou le report de décision. Mais ça, par contre, ça peut coûter, très clairement.
C'est marrant parce que les industriels ne posent pas la question comme ça. Parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas le choix. De toute façon, le monde de demain c'est inéluctable, il n'y a pas de marche arrière possible sur cette... Et d'ailleurs, ce n'est pas la question que posent les sidérurgistes. Ils posent la question de la concurrence avec la Chine, avec le pays. Ils ne posent pas la question de la décarbonation. La décarbonation, elle est indispensable. Elle est indispensable. Il n'y a pas d'avenir sans décarbonation. Non, moi, chez moi, ils ne posent pas la question de la décarbonation. Ce n'est pas vrai. Ils posent la question des conditions de la concurrence avec ceux qui ne feront pas la décarbonation. Voilà, c'est ça, c'est très différent. Ils veulent jouer à armes égales, c'est tout. Et donc, à un moment donné, la question, c'est qu'on leur donne la possibilité de pouvoir jouer à armes égales. Et je pense, mais tout le monde a intégré que de toute façon, l'industrie de demain, elle sera décarbonée. Elle sera décarbonée. Alors après, qu'on discute sur les modalités, sur le timing, sur la façon dont on doit y arriver, sur justement la logique de la concurrence, comment on se protège dans un moment où on a besoin effectivement de monter en puissance. Toutes ces questions sont sur la table. Mais à la fin, tout le monde a bien compris que le monde serait décarboné et c'est un projet de société. On est à la croisée des chemins, Roland Lescure. C'est maintenant que tout se décide. Parce que Mathieu Quiré a l'air de dire qu'il y a quand même des industriels qui se posent la question d'arrêter. Mais bien sûr, vous êtes dans une tempête, il y a du brouillard politique, il y a des risques économiques, donc il faut garder le cap. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Arcelor, Gravity, Total, s'ils veulent recruter des ingénieurs, ils ont intérêt à leur raconter qu'ils vont décarboner leur industrie, sinon ils n'en auront pas. S'ils veulent garder des investisseurs, ils ont intérêt de plus en plus à leur raconter qu'ils vont décarboner, sinon eux ne les financeront pas. Et in fine, vous avez raison, le sujet c'est le client. Est-ce qu'on va avoir une demande pour de l'acier vert? Mais nous, si on dit les voitures, elles doivent être vertes, ou elles ne seront pas, ben, on en aura aussi. Donc il faut vraiment tout rassembler. Mais aujourd'hui, les planètes sont alignées. Donc il faut juste nettoyer les nuages et regarder au loin et on y arrivera. Mathieu Quiré, sur le mot de la fin peut-être sur, puis il y a quand même ces questionnements. Il y a des hommes et des femmes à la tête de tous ces industriels. Et moi j'ai été très marqué par des déclarations récentes de Carlos Tavares, qui n'est plus chez Stellantis, mais lui, son credo, c'est quand même de dire j'ai envie d'être du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'il voulait mener cette entreprise vers les décarbonations parce que il ne voulait pas avoir à répondre de la non-action dans 20-30 ans. Et bon, ça peut peser aussi quand même dans certaines décisions les humains qui sont à la tête de ces entreprises. C'est vrai. Eh ben merci à tous les quatre d'être venus débattre sur le plateau de Ça vous regarde, de cet enjeu donc de la décarbonation de l'industrie. J'espère que ça a permis à chacun de mieux saisir ce qui est en jeu. Pour ceux qui voudraient revoir le reportage de Marion Becker, il est en ligne sur notre site lcp.fr et bien évidemment sur notre chaîne YouTube. Merci donc à tous d'être venus et bonne soirée à l'écoute d'LCP.